Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Être jeune à l'âge de l'omniprésence des technomédias et des pairs. Par Nicole Boubé, Claire Safontmottai et Franck Martin. Les médias sociaux sont devenus omniprésents dans la vie quotidienne des jeunes, en l'espace d'une dizaine d'années. Commençons par les chiffres, ceux fournis régulièrement par les enquêtes quantitatives menées par les instituts privés, malgré leurs sérieuses limites, entre autres l'absence de précision sur la représentativité de leurs échantillons. Ce sont ces enquêtes qui donnent un aperçu du temps passé dans l'Internet, marqueur de la présence des médias sociaux dans les activités juvéniles. Les enquêtes Junior Connect, Ipsos Connect 2017, menées tous les 2 ans, indiquent que le temps passé dans l'Internet est en constante augmentation chez les enfants et les adolescents. En 5 ans, les adolescents français de 13 à 19 ans ont passé en moyenne plus de 15 heures par semaine dans l'Internet, soit 3 heures de plus qu'en 2012. Les enfants de 7 à 12 ans sont eux aussi toujours plus connectés, 6 heures par semaine contre moins de 5 heures en 2012 ibidem. De l'autre côté de l'Atlantique, les constats sont identiques. Le regard se porte désormais directement sur le temps passé dans les médias sociaux. De 2012 à 2018, la fréquentation des médias sociaux numériques n'a cessé de progresser. En 2012, 34% des adolescents américains âgés de 13 à 17 ans disaient les utiliser plus d'une fois par jour. Ils sont en 2018, 70% Rideout et Rob, 2018. Le temps passé dans l'Internet est ainsi en relation directe avec celui passé dans les médias sociaux, Facebook, Snapchat, YouTube, forums de sites. Cela n'est guère étonnant. Les premiers travaux empiriques sur les usages juvéniles de l'Internet ont insisté sur la très rapide appropriation de l'Internet par les adolescents, la plus rapide comparativement à celle des plus âgés, et montré le primat de l'usage relationnel sur les autres usages, informationnels ou culturels et de loisirs. Chat, blog, forum de jeux, n'importe quel dispositif était institué par les plus jeunes de ressources pour établir et maintenir des relations entre pairs. Après l'apparition de Facebook, en 2004, ce sont toujours les plus jeunes qui ont investi les premiers ce réseau social numérique puis les suivants. Sur ce fond de temps passé dans les médias sociaux, indéniablement important, se polarise l'attention de multiples acteurs, enseignants, éducateurs, journalistes, pédiatres, parents et se cristallisent les craintes. On pense à celle autour de la dépendance néfaste au écran pour la dernière en date, autrement appelée panique morale, réaction émotionnelle qui a toujours accompagné les consommations médiatiques des plus jeunes. Sans lister l'ensemble des positions antagonistes, notons que le schéma bénéfice-coût traverse les interrogations de ces différents acteurs. La prégnance de ce schéma rend peu audibles les questionnements qui évitent un tel cadre. Autre particularité, à ce débat classique se mêle un autre débat sur l'intérêt des technologies numériques à l'école, débat parallèle qui n'est pas sans parasiter les questionnements plus larges sur les rapports des jeunes avec les médias, aujourd'hui technomédias, nous y reviendrons. Dans ce contexte, il n'est pas simple pour les chercheurs et chercheuses de faire entendre leur voix. Mais il serait faux de prétendre que la recherche est exempte de divergences sur les usages juvéniles des médias sociaux. On y débat pareillement. Au centre des discussions, on retrouve un questionnement ancien sur les effets des médias et des techniques qui les supportent, sur les comportements, les attitudes, les valeurs des lecteurs, spectateurs, auditeurs. Sans revenir en détail sur la ligne de partage, pouvoir des médias versus pouvoir d'agir, de contournement ou de résistance, des publics, Maigret 2015. Remarquons que la balance penchait en faveur d'effets très limités des médias avec la mise en avant du jeu subtil de négociation de sens des messages médiatiques au sein du processus de réception. Les rapports des jeunes avec les médias ont été sous les mêmes regards théoriques. La plus grande vulnérabilité du jeune public des médias, sur laquelle les uns se sont focalisés, n'empêchait pas que d'autres mettent en avant la capacité des jeunes à prendre de la distance vis-à-vis des contenus médiatiques, repèrent une forme d'attention oblique pour reprendre les termes de Hogarth, et accordent un rôle non négligeable aux médias dans les processus de socialisation et y voient des formes d'émancipation. Pasquier 1999. Après l'émergence de ce l'on nommait alors les nouvelles technologies, les questions ont été débattues dans les mêmes termes. Cependant le rôle émancipateur des nouveaux médias a été amplifié, repéré vis-à-vis des parents et plus surprenant, vis-à-vis du groupe de pairs mettons, hop.site,
quel que soit le type de pratique, relationnelle, culturelle et de loisirs, ou informationnelle. Et pour les pratiques dans l'Internet, on a plutôt reconnu des formes d'agentivité, de capacité d'initiative aux plus jeunes. Tout change depuis peu. Les médias sociaux sont aussi des technomédias et les questions critiques autour de leurs usages ressurgissent avec force. L'emprise de quelques entreprises mondiales comme Alphabet, Google, Facebook, Apple, etc., ces startups sympathiques de la décennie 2000, Smirnaios 2017/8, sur les activités de communication et d'information de leurs usagers, préoccupent. C'est bien autour de la communication que la mainmise s'est manifestée. L'expression de média social a d'ailleurs été forgée par les acteurs qui gravitent autour de ces industries et qui se sont intéressés, dans une perspective marketing, au développement du modèle d'exploitation commerciale de la communication. Le modèle est basé sur des procédés informatiques d'exploitation des traces des activités et sur un design incitant à toujours plus d'interactions. Un des aspects les plus critiques des technomédias, lorsque l'on songe aux plus jeunes, réside dans leur objectif ultime de rendre invisibles les traitements informatiques et in fine d'interagir à la place de leurs usagers, Cardon 2015/115. Et l'information est elle aussi affectée. Les technomédiations par lesquelles circulent désormais les contenus, pages de résultats de Google, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, etc., la confortable quasi-irresponsabilité juridique des entreprises qui possèdent et gèrent les médias sociaux laisse la porte ouverte à toutes les manipulations de l'information qui se produisent aujourd'hui à très grande échelle. De la même manière, la personnalisation de l'information opérée par les algorithmes opaques est supposée faire obstacle à l'exposition à une information plurielle, susceptible de contrer préjugés personnels et croyances erronées. Le jugement algorithmique se substitue au jugement humain, réduisant fortement le contrôle sur son activité informationnelle comme sur les contenus rencontrés, Boubé 2018. Ces traits mis ensemble, relatifs à la communication et à l'information, préoccupent fortement lorsque l'on considère les plus jeunes. Évoquer la numérisation de la vie des jeunes revient à dire que ces jeunes vivent et agissent dans un monde que les technomédias commerciaux aménagent en suivant une logique qui leur échappe grandement. Leurs activités en ligne sont surveillées, orientées et monétisées comme celles de n'importe quel adulte, sans qu'ils et elles le sachent, ou pour les plus âgés en aient une compréhension claire. Livingstone 2017. Et les besoins d'interaction des plus jeunes, les nombreux échanges entre pairs, constituent une manne pour les industries de la relation qui les ont transformés en besoins de connectivité. Les contenus que les jeunes recherchent, lisent et surtout visionnent via les médias sociaux sont eux aussi personnalisés, à partir de ce qu'ils aiment ou détestent. Il y a un risque de les enfermer dans des centres d'intérêt restreints, ou encore de renforcer les normes sociales les plus discutables, par exemple par l'exposition récurrente à des contenus reflétant les stéréotypes genresses. En soulignant de façon critique les particularités des environnements technomédiatiques dans lesquels les jeunes évoluent de nos jours, il ne s'agit pas de pointer la capacité croissante des technomédias à déterminer les pratiques de communication et d'information en ligne et par ricochet hors ligne. On le verra dans les textes suivants, aucun des auteurs ne postule un déterminisme technologique fort ou ne le prouve. Mais tous et toutes identifient des changements dans les vies des jeunes, enfants et adolescents, provoqués par leurs usages des médias sociaux. La réflexion sur les usages juvéniles des technomédias débouche sur un autre problème théorique, ne pas négliger le poids des structures sociales. En raisonnant de manière indistincte sur les jeunes, on s'empêche de voir les différenciations à l'œuvre dans les usages numériques. La catégorie jeune tient de l'abstraction, Amselem Mingui et Vuatou, 2018. Pourtant, porter un regard généralisant est courant lorsqu'il s'agit de jeunes et de médias, et encore plus lorsqu'il s'agit de technologie avec la supposée familiarité que la jeune génération entretiendrait avec elle. Or, éviter de telles représentations est important pour repérer les marquages sociaux et en conséquence les inégalités numériques de toutes sortes, susceptibles d'aggraver les inégalités sociales, Banerjee et Buckingham 2013/13. Le genre, les classes sociales, les filières scolaires suivies, marquent, comme chez les adultes Jouette 2009, les usages des médias sociaux. On sait par exemple que les adolescentes sont plus nombreuses que les adolescents dans les réseaux sociaux numériques, en particulier ceux reposant sur le partage d'images, photographies, vidéos, et les garçons plus nombreux que les filles à pratiquer les jeux vidéo,
usage genresse renvoyant à la socialisation sexuée, à titre d'exemple, la mise en avant de l'importance de l'apparence et de la séduction, mais aussi l'apprentissage de L'. Entretien des relations sociales pour les filles et la valorisation des activités dynamiques pour les garçons. Darmon 2016 sur 38 SQ, Claire 2012. L'adolescence est la période de la vie où la différenciation genrée est puissante, Van de Velde 2015 sur 51, et bien d'autres exemples sont fournis par les auteurs de cet ouvrage. La vie numérique des jeunes est aussi plus ou moins semée d'embûches, selon l'origine sociale. Les disparités dans les perceptions et usages de l'Internet des jeunes défavorisés et favorisés ne sont pas gommées dans le monde numérique. Observatoire des jeunes et des familles, 2013, Buchanan et Tuckerman 2016, Vanderson et Van Dyck, 2014. Les produits de la socialisation primaire, en particulier familiale, on le sait, résistent au changement. Darmon Ibidem. Articuler vie en ligne et vie hors ligne reste donc indispensable à l'étude des usages juvéniles des technomédias. Nombre des textes réunis dans cet ouvrage le rappellent. Cela évite non seulement d'en rester à une vision monolithique des usages juvéniles des médias sociaux, mais aussi, pour reprendre notre discussion supra, d'accorder un rôle démesuré aux technomédias dans les changements des formes de vie des jeunes. C'est aussi continuer à se donner la possibilité d'identifier les cas de dépassement des déterminations sociales, question à poser pour les plus jeunes, ne serait-ce qu'en référence aux normes du groupe de pairs, aux cultures juvéniles, comme le font les sociologues de la culture, octobre 2014 et 2018. L'omniprésence des technomédias que nous venons de décrire signifie aussi omniprésence des pairs. Un des problèmes les plus critiques aujourd'hui est celui des cyberviolences. En effet, si ce problème a commencé à être signalé dans les publications scientifiques dès les années 1990, il émerge véritablement dans les recherches au début des années 2000 pour atteindre un rythme de 2,5 publications par semaine en 2015. Smith et Berkoun, 2017. Sans doute, cette progression traduit-elle l'augmentation des taux d'utilisation des outils numériques dans la société, et plus particulièrement chez les plus jeunes car la plupart des travaux se focalisent sur cette frange de la population. Malgré ou en raison de cette profusion de recherches, la stabilité définitionnelle n'est pas acquise. Cela entraîne une variabilité des méthodologies de mesure, qui complique les comparaisons entre les études. Ainsi, cyberviolence, cyberharcèlement, cyberagression, voire victimation en ligne, sont des termes que l'on retrouve fréquemment dans la littérature. La principale raison de cette absence de consensus se niche très probablement dans l'origine des travaux sur la violence dans les médias sociaux, qui n'étaient considérés que comme une extension des modalités d'expression de la violence en général. C'est pourquoi le concept de bullying, traduit imparfaitement par harcèlement, traditionnel dans les études sur la violence et la victimisation, a été appliqué sans pouvoir en saisir empiriquement ses caractéristiques. Répétitivité, intention de nuire, déséquilibre des forces, et sans prendre en compte les spécificités liées aux technomédias, le flux ininterrompu, le pouvoir de dissémination, la possibilité asynchrone, le possible anonymat, etc. Et les particularités de leurs plateformes, Snapchat, Instagram, Facebook, etc. Une manière de sortir de ces difficultés est de se focaliser principalement sur le caractère répétitif des victimations déclarées par les enquêtés. C'est alors la fréquence qui démarquera le harcèlement de la violence plus ponctuelle, et ce sont les types de victimations déclarées qui délimiteront la définition de la violence. Ainsi, certains auteurs réservent le terme de cyberharcèlement lorsque les victimations en ligne se répètent à un rythme d'au moins une fois par semaine sur une période d'1 mois, et celui de cyberviolence pour des victimations plus ponctuelles, Blaya et Fartouk, 2015. Ce type d'approche phénoménologique présente comme avantage de limiter le risque inflationniste d'une définition trop large du cyberharcèlement, de préserver sa particularité et de prendre acte du caractère subjectif à se déclarer victime de ce qu'on estime être une violence. En outre, cela permet aussi de pouvoir faire des comparaisons internationales afin de circonscrire la prévalence de la cyberviolence. Constanza Baldi, Blaya et Farrington, 2018.
Elle se situe aux alentours de 15% à 25% chez les adolescents et jeunes adultes avec des variations allant de 4,13% chez des Allemands de 11 à 23 ans jusqu'à presque 43% pour des Turcs âgés de 18 à 36 ans. Enfin, grâce aux résultats issus de cette approche, on montre qu'au-delà de l'usage des médias sociaux, la cyberviolence est largement impactée par la question des valeurs et des normes de sociabilité des jeunes. Blaya, 2016. Dans l'étude Kids Online, Livingstone et al. 2011, les pays où les jeunes déclarent le plus de violence en ligne ne sont pas les pays où les taux d'équipement et de connexion sont les plus importants mais les pays où la violence ordinaire est la plus importante. Sans doute ce ne sont pas les outils qui produisent la violence mais le système de valeurs des individus ou de la société dans laquelle ils évoluent. Alors, toute tentative de prévention ou de réduction de la cyberviolence qui se réduirait à une prophylaxie de l'usage du numérique serait en échec si elle ne s'élargit pas à interventions multifactorielles autour du climat scolaire. C'est bien ce que montrent les résultats les plus récents de la recherche Constanza Baldi, Blaya et Farrington, 2018. Composition de l'ouvrage. La discussion que notre introduction vient d'initier suggère à quel point il importe de multiplier les perspectives théoriques et les travaux empiriques, aujourd'hui plus qu'hier, pour étudier la complexité des usages juvéniles des médias sociaux, pour comprendre comment se passent les technosocialisations, les apprentissages de soi, des autres et du monde. On comprend aussi l'importance que revêtent les recherches empiriques pour asseoir les initiatives pédagogiques en éducation aux médias et à l'information. Sur ces constats, les auteurs et auteurs s'accordent. Tous et toutes insistent sur le caractère inédit de la période actuelle, sur le fait que cette dernière pose des problèmes en conséquence eux-mêmes inédits et qui impose de reprendre l'outillage théorique qui prévalait jusqu'ici. L'ouvrage s'inscrit ainsi dans la longue histoire des interrogations sur les médias et les jeunes, dont nous venons d'esquisser quelques-unes des caractéristiques actuelles. C'est une histoire sans fin, sans cesse alimentée par les transformations sociales, médiatiques et technologiques qui évoluent de concert. La raison d'être de cet ouvrage est de servir de jalon théorique pour la période actuelle. Nous souhaitons que ce livre tienne lieu d'introduction à une nouvelle manière d'exposer les problèmes de plus en plus nombreux suscités par l'emprise croissante des technomédias dans la vie des plus jeunes. Les textes émanent d'une pluralité des disciplines, psychologie, sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication, sociologie. Ils offrent une diversité de perspectives, qui dans leur complémentarité ou leur divergence permet de rendre compte de la complexité de pratiques qui articulent vie en ligne et vie hors ligne. L'ouvrage comporte 2 parties. Dans la première partie, les textes interrogent les technomédias comme espace contradictoire de socialisation et d'information. Les approches sont pour l'essentiel sociologiques. Certains textes insistent sur les potentialités émancipatrices des médias sociaux malgré ses pouvoirs normatifs. D'autres se focalisent sur les conséquences pour les plus jeunes du dispositif de nature marchand instauré par les technomédias. Chacun à leur manière, cependant, les textes de cette partie cherchent à dépasser l'écueil d'une description des usages numériques juvéniles trop figés dans l'une ou l'autre des interprétations de ce que font les médias sociaux aux plus jeunes et inversement, de ce que font les jeunes avec ces médias, pour reprendre la partition classique des Media Studies. La deuxième partie réunit les réflexions et travaux en psychologie principalement du développement, mais aussi cognitive. Les textes abordent l'Internet communicationnel et les réseaux sociaux en tant que contexte dans lesquels ce que les adolescents vivent, expérimentent, découvrent, apprennent et créent impacte toutes les sphères de leur développement, affectivité, apprentissage, socialisation. Certains textes interrogent les liens qui se tissent au sein de ces nouveaux espaces où le regard de l'autre aide à construire et tester son identité. D'autres se focalisent sur les effets psychosociaux des usages et l'expérience des enfants, adolescents et jeunes adultes dans les médias sociaux numériques. Chacun invite à prendre en compte les contextes en ligne dans la compréhension du développement psychosocial, en plus des contextes hors ligne comme la famille, l'école ou le quartier. Espaces de socialisation. Les espaces sociaux numériques sont des lieux dans lesquels l'adolescent se construit en tant que personne dans la relation à l'autre. Espaces transitionnels pour les générations actuelles, ils permettent de sortir de l'enfance et d'appréhender le monde adulte. Dans tous les textes, on retrouvera quelques pistes éducatives, les auteurs accordant toute son importance à l'éducation aux médias et à l'information. La numérisation de la vie des jeunes a des implications considérables pour cette éducation,
l'obligeant à enrichir les axes d'intervention pédagogique. Aujourd'hui, cette tâche n'a rien d'aisé. À titre d'exemple, elle ne peut plus se contenter de former à la déconstruction critique des messages médiatiques, puisque les contenus informationnels et médiatiques sont tributaires des algorithmes. Il lui faut prendre en charge la question de leur accès et de leur circulation dans quantité de médias sociaux, dont certains interconnectés, mêmes entreprises, ou de multiples applications. Mirailidis 2018. Reconsidérer les manières des apostrophes. Analyser la fiabilité des sources. Tâche plus ardue de nos jours, qui demande de comprendre les problèmes épistémologiques liés à la construction des connaissances ou le statut des informations. Tâche jusqu'ici réservée aux étudiants les plus avancés. Inclure des savoirs sur les mécanismes technologiques et économiques en jeu dans les plateformes, d'une façon qui les mette à la portée des plus jeunes, etc. La liste et les difficultés ne cessent de s'allonger. On le verra, les réponses éducatives esquissées dans l'ensemble des textes contribuent à l'effort d'enrichissement de l'éducation aux médias et à l'information. Présentation des textes de la première partie. Les technomédias, espace contradictoire de socialisation et d'information. C'est une question incontestablement inaugurale, pour les études sur les usages juvéniles des médias sociaux numériques, que propose Sophie Joël dans le premier chapitre. Son texte, consacré à la mise à l'épreuve des adolescents, par et non dans les réseaux sociaux numériques, traite la question des conséquences concrètes et émotionnelles pour les adolescents de l'exploitation de leur présence par les plateformes numériques relationnelles. Le texte pose tout de suite la question de la place ambivalente de la jeunesse au sein de la société, jeunesse à la fois enviée et dont on se méfie, surprotégée du fait de la perception d'espaces publics de moins en moins sûrs, mais jeunesse qui n'en dispose pas moins de droits, dont ceux d'expression et de pouvoir s'informer. C'est ce contexte social qui favorise l'adoption massive des plateformes numériques, et qui donne à celles-ci une grande latitude pour capter et organiser les activités juvéniles, deux stratégies propres aux industries culturelles, rappelle Sophie Joël. Son enquête sur la réception des adolescents des images violentes, sexuelles et haineuses auxquelles ces jeunes sont exposés dans les médias sociaux est doublement intéressante. D'abord parce qu'elle se penche sur un problème très peu exploré empiriquement, ensuite du fait du croisement inédit entre problématiques psychologiques et socio-médiatiques. Il y est fait usage du langage psychologique, avec les stratégies des jeunes pour faire face à la violence des images, des psychologues font partie de l'enquête, et du langage de la sociologie, avec le concept d'épreuve, mais aussi de façon plus originale, les concepts de travail émotionnel et de web affectif et ceux de surveillance et de digital labour pour rendre compte du travail émotionnel imposé par les plateformes. La première épreuve du travail émotionnel résulte de l'exposition à des images violentes qui déclenchent des émotions fortes, et qui sont diversement reçues en termes de capacité à y faire face. L'exposition n'est pas si fortuite que cela. En effet, ces images sont copieusement diffusées, suggérées par les plateformes numériques parce qu'elles provoquent des réactions, likes, commentaires et autres partages, indispensables à ces industries de la relation et du contenu pour augmenter leur valeur marchande. Sophie Joël poursuit sa démonstration avec l'autre épreuve imposée aux adolescents, celle de l'affirmation de l'identité. Les plateformes numériques encouragent l'expression de soi. Le problème est qu'elles contraignent cette expression, importante parce que constitutive du développement de l'identité. Les contraintes sont multiformes, entre autres, demande d'authenticité, factice et toujours à contrôler, réduction à une seule identité à des fins de profilage commercial alors que l'identité, contextuellement située, n'est jamais unique mais toujours multiple, etc. L'identité n'est pas quelque chose que nous sommes mais quelque chose que nous faisons, soulignait David Buckingham en référence aux théories de l'identité de Judith Butler et d'Erving Goffman. Elle est toujours en construction. Buckingham 2008/8. En contexte numérique, ce travail performatif est manifestement alourdi, comme le révèlent les propos de jeunes enquêtés que Sophie Joël a choisi de présenter. La troisième épreuve concerne la sélection de l'information. Les adolescents de l'enquête se disent submergés, exposés à un flot d'informations hétéroclites, en partie issues de leur cercle de connaissances du plus proche au plus lointain, dirigés vers leur fils d'actualité par les algorithmes obscurs dont on ignore à peu près tout sauf qu'ils sont basés sur des règles dont certaines puisent dans les données agrégées des activités et autres préférences des internautes.
Ceci est particulièrement problématique pour les vidéos et pour les jeunes définis comme les plus curieux, ceux qui cliquent sur ces vidéos, en particulier celles qui présentent un fort niveau de sensationnalisme bien souvent irrésistible. Ces adolescents sont encore plus exposés au même genre de vidéos, subissant ainsi la logique de la bulle de filtre. Pour chaque épreuve, Sophie Joël restitue les opérations concrètes effectuées par les adolescents pour y faire face. Les essais de manipulation technique des dispositifs pour en atténuer les effets perçus comme néfastes sont parfois vains lorsque rien n'a été prévu dans le design. Les précisions concrètes confortent singulièrement son analyse critique des contraintes exercées par les plateformes relationnelles et informationnelles. L'auteur fait également apparaître que certains adolescents, jeunes des classes populaires, filles ou jeunes homosexuels, sont davantage concernés par l'une ou l'autre de ces épreuves. Enfin, le texte conclut sur la lourde tâche des acteurs éducatifs à qui il revient de réparer les dommages qui résultent des difficultés sans précédent provoquées par les réseaux sociaux numériques. Sophie Joël demande aux enseignants de ne pas perdre de vue que l'exploitation des affects par les plateformes atteint les adolescents d'une façon considérable et peu exprimable par ces jeunes. Elle plaide pour une réinvention des dispositifs pédagogiques propres à l'éducation aux médias et déploie quelques pistes qui permettent de se délivrer de quelques illusions aussi bien que de se focaliser sur les points essentiels aujourd'hui. On peut être tenté de voir dans l'Internet, en particulier les réseaux sociaux numériques, une des causes majeures de la radicalisation des plus jeunes. Si dans un contexte médiatique plus ancien, les études scientifiques ont montré qu'un tel lien causal est intenable, celui-ci reste plausible aux yeux de bien des acteurs engagés dans la neutralisation des violences radicales. On ne peut donc se dispenser de réexaminer la question, d'autant que le pouvoir potentiellement structurant des médias sociaux numériques actuels l'exige également. C'est précisément la réalité de cette radicalisation que questionne de façon originale Pascal Marchand en confrontant deux types de discours politiques et discours des djihadistes eux-mêmes. Dressant un tour d'horizon des travaux sur les processus de radicalisation, l'auteur pointe la diversité des causes avancées, note cependant l'importance de la responsabilité de l'Internet pour certains chercheurs travaillant sur la propagande terroriste. Il relève à quel point la notion de radicalisation est polysémique, et que ce processus de signification est marqué par le contexte sociopolitique et l'action de l'État. Dans ce contexte, on comprend l'intérêt qu'il y a à se pencher sur les discours politiques. Analyse textométrique de plusieurs rapports de commissions d'enquête du Sénat et de l'Assemblée nationale, comparés avec les auditions que présente Pascal Marchand, et qu'il a réalisées à l'aide du logiciel Iramutech dont il est le co-développeur, donne à voir ce que l'on pourrait désigner de fabrication de la radicalisation par les parlementaires. Par une série de classifications et de traitements statistiques, Pascal Marchand met en lumière la présence forte du terme Internet, et globalement le lexique sécuritaire qui privilégie la criminalisation, associée à la radicalisation. Mais ce que nous fait découvrir Pascal Marchand, c'est que les lexiques des rapports écrits et des experts audités ne coïncident pas, propre à l'Internet dans les rapports, et lexique cantonné aux religieux pour les experts. Pour les parlementaires, il s'agit manifestement d'avancer à l'hypothèse sur la radicalisation en ligne, pourtant très peu étayée par les experts, nous dit Pascal Marchand. En dernière analyse, il y voit la prégnance des théories naïves ambiantes qui conduit à s'appuyer sur des explications plus commodes que valides. La deuxième partie du texte, qui traite des discours de djihadistes, commence par la formulation d'une question méthodologique cruciale, le manque de données qui permettrait d'établir un lien entre par exemple, visionnage de vidéos de Daesh et décision de partir au djihad. Une collaboration avec le RAID permet cependant à Pascal Marchand de disposer de discours d'un terroriste, M. Mera, pour repérer le rôle joué par l'Internet dans le processus de radicalisation. Sans entrer dans les détails que développe le chercheur, retenons le constat principal. Il s'en faut de beaucoup que l'Internet soit une des conditions de la radicalisation. Dans le long discours du terroriste, l'Internet ne réfère en effet qu'à des fins propagandistes, constat en complet accord avec ceux établis dans d'autres travaux empiriques, rappelle l'auteur. On ne peut concevoir le passage à la radicalisation qu'en se retournant vers les conditions sociales,
les causes réelles qui se situent dans des trajectoires personnelles et des modes de socialisation dans des contextes sociaux particuliers, insiste-t-il. Vouloir, comme les responsables politiques, voir l'Internet comme « nouveau chemin de Damas », pour reprendre l'expression évocatrice de l'auteur, est une façon de produire une explication certes qui tombe sous le sens commode, mais elle est naïve, manquant de validité. Ce spécialiste de la communication médiatique demande que l'on revienne vers les théories sociologiques et de la psychologie sociale qui ont produit de tout autres constats. Au fil des décennies de recherche, celles-ci ont réduit considérablement la place des médias et leurs effets sur la construction des croyances et conduites, y compris dans la période la plus récente, souligne-t-il en faisant référence aux travaux les plus actuels. Manifestement, ces théories scientifiques restent contre-intuitives. C'est pourquoi l'auteur plaide pour une plus grande sollicitation des experts dans leur diversité par les responsables politiques, mais aussi pour un renforcement des recherches, en particulier sur les différenciations genrées dans l'usage de l'Internet des plus jeunes. Dans le texte suivant, Béatrice Guillet reprend sous un angle bien différent le même problème, celui de savoir ce que font les médias sociaux aux jeunes en pleine construction de leur identité et selon quelles modalités technomédiatiques. Elle s'intéresse aux sources inédites de socialisation que constituent les tutoriels vidéo do-it-yourself, DIY, conçus par des jeunes femmes youtubeuses pour les adolescentes qui les visionnent et les commentent dans la plateforme YouTube. Choisir un objet aussi spécifique que les tutoriels, DIY, une sorte de manuel de bricolage, lui permet d'éclairer très efficacement l'une des questions les plus débattues aujourd'hui sur le rôle de l'Internet, émancipateur ou de renfort à l'égard des normes genrées bâties sur la hiérarchisation des sexes. Il n'est cependant pas question pour Béatrice Guillet de se replier vers la démonstration exclusive de l'un de ces deux rôles, de mener l'enquête à charge ou décharge de l'Internet. Son questionnement n'oppose pas les deux, au contraire, il vise leur articulation, voir en quoi les vidéos relayant un contenu normatif peuvent constituer un levier d'empowerment pour leur public. En inscrivant son enquête dans plusieurs lignées théoriques, sociologie et ethnologie, en particulier de la socialisation et du genre, mais aussi celle des travaux sur la réception, issus des Cultural Studies, elle dispose de toute une gamme de théorisation qui lui permet de distinguer et d'articuler les dynamiques sociales et technomédiatiques. Le texte commence en rappelant l'importance du processus d'identification et de l'entre-soi homolatique à l'adolescence, qui conduit les adolescentes à rechercher des normes de féminité qu'elles trouvent auprès des jeunes youtubeuses. Il faut considérer un autre élément fondamental, insiste Béatrice Guillet. Ce n'est pas par l'imitation du modèle parental mais par l'expérimentation, le test, que s'effectue le processus d'identification. Dans cette perspective, il n'est pas étonnant qu'il y ait recherche de modèles alternatifs, et que la recherche s'oriente vers les figures de référence dans les médias. Mais on ne pourra bien comprendre l'usage socialisant des tutoriels DIY qu'en caractérisant ces derniers et plus largement le dispositif technomédiatique qui leur donne leur pertinence auprès des adolescentes. L'analyse de ce genre de vidéos et des commentaires associés ne laisse aucun doute. Le visionnage d'un tutoriel n'est qu'un prétexte puisque les adolescentes ne témoignent aucun intérêt pour les bricolages. Ce qui importe, ce sont les youtubeuses qui endossent aux yeux des adolescentes le rôle de la grande sœur, de mentor. Béatrice Guillet, dans une argumentation particulièrement nourrie, montre comment le dispositif, fondé sur la conversation, fabrique le rôle de mentor. À titre d'exemple, retenons ici les interactions technologiques, les commentaires, les messages privés et médiatiques, la youtubeuse poursuivant ou anticipant la conversation avec son public dans sa vidéo « Organisation de Meet UPS » qui construisent un lien privilégié entre spectatrices et youtubeuses. Autant dire que le risque est grand de voir les normes genrées contenues dans ces vidéos s'imposer facilement. Ce que montre Béatrice Guillet, cependant, c'est que le même dispositif conversationnel fournit la possibilité de s'émanciper, à l'instar des réunions autour de l'apprentissage de la couture du début du XXe siècle décrites par l'ethnologue Yvonne Verdier comme partage d'expériences et favorisant la confidence. Une des dernières clés d'investigation proposées par Béatrice Guillet est celle du parcours initiatique que représente le tutoriel. Faire et refaire est la base de l'activité manuelle, et du message positif envoyé par les jeunes vidéastes qui insèrent dans le tutoriel un même récit biographique, toujours construit autour d'épreuves surmontées, en particulier grâce à la communauté de fans.
Les propositions éducatives de Béatrice Guillet reposent sur la même conviction, celle qui se refuse à choisir entre potentiel émancipateur ou normatif des médias sociaux. Former les jeunes à une véritable littératie numérique suppose de ne pas oublier les apports des cultural studies, de ne pas juger les objets médiatiques prisés par les jeunes à l'aune d'une vision légitimiste de la culture. Elle défend donc une approche pédagogique fondée sur ce qui motive les adolescents, la co-création de l'image et du récit, autrement dit sur l'agentivité des apprenants. L'essor des smartphones prend une importance particulière lorsque l'on s'intéresse aux jeunes usagers. En effet, les téléphones portables permettent d'accéder, en permanence, aux plateformes relationnelles à partir desquelles se déroulent à présent diverses activités. Ils participent à la connexion constante des jeunes. Ils sont devenus essentiels aux activités quotidiennes juvéniles, échanger avec les amis et la famille, apprendre, s'informer et se divertir. On peut légitimement s'interroger sur les formes d'usage qui conduisent à l'adoption de cet objet. C'est précisément ce que questionne Anne-Sophie Jurion dans le 3e texte de cette partie. À travers son étude menée auprès de jeunes adultes, appartenant à un même club professionnel de basket-ball, elle s'intéresse aux formes d'usage inédites aussi bien qu'anciennes de la plateforme Facebook. Elle enrichit ainsi empiriquement l'une des théories classiques de l'usage, celle de l'appropriation pour qui les détournements par les usagers des scripts d'usage contenus dans le design de l'objet sont essentiels pour que ce dernier s'inscrive dans leur quotidien. Et le jeu entre incitation à utiliser l'objet d'une certaine manière et façon ordinaire de l'utiliser en tant que jeune sportif, est particulièrement bien éclairé par l'originalité du dispositif méthodologique, une observation participante dans la vie réelle et dans le groupe Facebook. Anne-Sophie Jurion montre à quel point Facebook fait partie du quotidien de ces jeunes basketteurs grâce au phone, mode unique d'accès à la plateforme, et à laquelle ces jeunes adultes se connectent plusieurs fois par jour. Au point que les jeunes l'évoquent comme prolongement d'eux-mêmes, et que sans portable, ils disent se sentir perdus. Les jeunes sont en état de coprésence continuelle. De la sorte, Facebook vient multiplier et créer de nouveaux temps d'échange jusque-là inexistants, dans la vie hors ligne. Ce sont par exemple, les échanges inédits avec des jeunes sportifs absents mais virtuellement présents, ou encore les échanges en ligne, embrayeurs de conversation, qui se poursuivent dans les échanges hors ligne. L'ensemble contribue à renforcer la cohésion du groupe de sportifs et même la qualité de leur jeu. Facebook est l'allié de ces jeunes sportifs. L'usage conversationnel n'est cependant pas le seul à devoir être pris en compte, souligne Anne-Sophie Jurion. Les sportifs ont également transformé la plateforme en « archives personnelles », en lieu de stockage d'informations sur leur sport mais aussi de mémoire intime, à l'exemple des albums photos d'autrefois. Anne-Sophie Jurion mobilise le modèle du journal intime. C'est ici une excellente illustration de l'appropriation, en d'autres termes des raisons du passage d'une pratique inhabituelle à une pratique habituelle quotidienne. Se documenter ou documenter sa vie sont en effet des pratiques qui ont toujours existé quel que soit l'environnement informationnel ou médiatique. Comme la théorie de l'appropriation, sur laquelle s'appuie Anne-Sophie Jurion, le prédit, les pratiques qui paraissent les plus nouvelles sont toujours dans la continuité des pratiques antérieures. C'est même ce qui explique que l'utilisation devienne usage, quotidien, ordinaire. On complétera, en suivant ces constats empiriques, par l'exemple d'une autre caractéristique de l'appropriation, celle qui concerne les pratiques déviantes. Se sachant surveillés par l'extérieur, du fait de leur publication publique dans la plateforme, les jeunes sportifs construisent sciemment une image valorisante d'eux-mêmes pour se vendre auprès de futurs recruteurs. On assiste à l'inversion d'un rapport de force, à leur avantage, neutralisant la surveillance générée par la plateforme. Enfin, dans une réflexion spécifique à sa discipline, les sciences de l'éducation, Anne-Sophie Jurion explore un 3e usage de Facebook, lié à des formes d'apprentissage. La plateforme est aussi le lieu d'apprentissage sportif informel. Il y a un usage de Facebook pour apprendre en dehors de séances avec l'entraîneur, via le visionnage et le partage de vidéos sur leur sport et celles de leur match, pour débriefer. Pour ces jeunes basketteurs, loin d'être une source de divertissement, la plateforme est en réalité génératrice d'expériences, d'apprentissage et de savoir. Avec les temps en ligne et hors ligne si fermement articulés, avec le virtuel qui s'est mué en réel,
l'intégration forte des réseaux sociaux dans nos pratiques éducatives s'avère urgente, conclut Anne-Sophie Jurion. Dans le texte suivant, partant d'une même attention aux effets de la connectivité permanente, Anne Cordier propose d'analyser l'implication des médias sociaux dans les pratiques informationnelles des plus jeunes. Avant de présenter son enquête de nature compréhensive qui s'attache à décrire les reconfigurations en cours de ces pratiques, et insiste-t-elle, à partir des définitions que donnent d'eux-mêmes les jeunes, de leur écosystème informationnel personnel, elle expose un nouveau modèle d'analyse pour en saisir la complexité accrue du fait des évolutions technomédiatiques. Elle plaide en faveur d'une approche sociale et temporaliste des pratiques informationnelles juvéniles. Il s'agit de ne pas dissocier les pratiques de partage et de communication des pratiques informationnelles, puis de se préoccuper de la temporalité de ces pratiques. Ce qui revient d'une part à considérer autant la dimension individuelle que la dimension collective, d'appréhension de l'information, sans occulter les émotions qui y réfèrent, et d'autre part à tenir compte à la fois des expériences socialisatrices, dont celles à l'œuvre au sein des médias, et de la multidimensionnalité et fluidité des identités. La position défendue, centrée sur l'examen de l'historicité des pratiques d'information, est parfaitement actualisée au moyen de l'étude longitudinale mise en place. Il est à noter que ce type de méthode qui s'efforce de suivre les enquêtés plusieurs fois, et sur différentes périodes est très rarement employé pour les pratiques informationnelles. L'originalité du dispositif méthodologique et la justesse de sa concordance avec les objectifs de recherche visés sont ainsi exemplaires. L'auteur complète ce dispositif par un protocole apte à repérer les passages, les transitions, ou tout du moins les moments où l'acteur se rend compte que la reconduction de son répertoire de pratiques actuelles ne peut plus être satisfaisante et ou efficiente. Quel rapport à l'information construisent les jeunes qui voient, rappelle Anne Cordier, au fil des ans, bien des évolutions, tant dans leurs rôles sociaux assumés ou projetés, que dans leur réseau de sociabilité et de socialisation, ou encore en lien celle des médias sociaux? L'activité informationnelle, loin d'être une activité dirigée par un but pour résoudre un problème, comme habituellement défini, est avant tout un objet de flânerie pour ces jeunes. Plus précisément, les jeunes savent que l'information viendra à eux, et sont dans une posture d'attente vis-à-vis de l'information qui coule à flot dans leur fil d'actualité. La flânerie ne signifie pas errance. Au contraire, elle est organisée, ritualisée, survenant à certains moments de la journée et partant de quelques sources privilégiées. Il est intéressant de constater ici la persistance de la ritualisation dans la consommation de médias, alors qu'une baisse de ce type est régulièrement affirmée pour les jeunes générations. Pour restituer les regards des jeunes sur l'information, Anne Cordier met en garde, ne s'intéresser qu'aux médias sociaux pour les pratiques informationnelles est réducteur. Il faut considérer le régime intermédiatique, qui voit coexister une pluralité de médias et de pratiques associées. Il n'empêche, nous dit-elle, les regards sont largement influencés par les médias sociaux et l'imaginaire de l'information que ces derniers véhiculent. Les médias classiques sont systématiquement comparés avec les médias sociaux et plus largement l'Internet. Ainsi regarder la télévision est vu négativement, parce qu'activité solitaire comparativement à l'Internet et ses sociabilités ambiantes, appréciées des jeunes. Ou encore la liberté et l'autonomie dans le choix des informations que les jeunes disent retrouver dans l'Internet, à l'opposé de l'information imposée par la télévision. Au point qu'un des dispositifs d'accès à l'information, YouTube est devenu le couteau suisse de la recherche d'informations, pour tous les usages personnels, de divertissement ou pour les études. Et même la presse écrite bénéficie de leur présence dans les réseaux sociaux, en particulier dans Snapchat. Au centre des pistes éducatives esquissées, Anne Cordier place logiquement l'enrichissement de l'écosystème informationnel, que les jeunes constituent au fil de leurs expériences médiatiques, avec un accent mis sur l'audiovisuel, central dans leurs pratiques informationnelles. Elle laisse le dernier mot à l'une de ses enquêtées qui revient sur le bénéfice tiré de l'éducation aux médias et à l'information reçue en lycée. Karine Ahiri propose une synthèse des travaux empiriques qui se sont intéressés à la réalité et aux caractéristiques des pratiques d'information dans les réseaux sociaux numériques, chez le jeune public, élève ou étudiant. Le faible nombre de travaux sur les usages informationnels des réseaux sociaux comparativement aux autres usages,
en particulier relationnels, ainsi que l'auteur le rappelle, légitime son exploration de la littérature scientifique. Ses travaux ont été principalement instruits dans la sphère scientifique anglo-saxonne, en sciences de l'information, en sociologie ou en sciences de gestion. Karine Ahiri y note l'usage important de la théorie des us and gratification, une des premières théories forgées pour la compréhension des usages des premiers médias de masse. Selon cette théorie, les gens font usage des médias pour satisfaire des besoins de différentes natures, cognitifs, sociaux, de divertissement, etc. Rappelons que l'idée implicite de Katz, chercheur qui en est à l'origine, était de donner à voir des lecteurs, téléspectateurs, non pas passifs mais actifs. Ainsi la plupart de ces travaux, ici évoqués, s'efforcent d'identifier les capacités d'initiative des jeunes publics. Appliquée aux usages des réseaux sociaux, la théorie retrouve la gamme de besoins déjà identifiés pour les médias classiques. Dans le cadre de l'usage des réseaux sociaux numériques, il est cependant remarqué que les besoins satisfaits ne sont pas uniquement ceux recherchés, mais aussi ceux obtenus. Est-ce à dire que les médias sociaux créent des besoins et donc, ne servent pas seulement à répondre aux besoins existants de leurs usagers, ce qui était d'ailleurs une des critiques portées en France à la théorie? Il n'empêche que la théorie permet de constater l'existence d'un besoin informationnel satisfait par les réseaux sociaux en ligne, même si les travaux ne sont pas toujours consensuels sur l'importance de ce besoin vis-à-vis des autres besoins, sur l'influence de l'âge ou du niveau d'études sur l'importance accordée à ce besoin, ou encore sur le type de média social le plus utilisé pour satisfaire ce besoin informationnel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.